Je suis Mylène Sauvé. Je vais être ton hôte pour les 3 prochaines saisons sur mes balados pour faire changer les choses. Tout peut changer concernant la violence conjugale. À chacun de mes épisodes, je vais émettre un avertissement. Si jamais tu ne veux pas l'écouter, tu peux te rendre directement au contenu à 1 minute 52 secondes. Avertissement. Cet épisode de podcast contient des informations sensibles concernant la violence conjugale et l'intimidation. Si jamais tu te reconnais comme étant une victime, sache qu'il y a de l'aide pour toi. Puis là, si jamais tu te reconnais comme étant l'abuseur, comme étant l'homme contrôlant, le manipulateur dont je parle dans mes épisodes, sache que toi aussi, tu as de l'aide que tu peux aller chercher pour aider tous ensemble à contribuer à avoir un monde meilleur et sans violence. Tout peut changer. Un balado pour faire changer les choses. Il ne suffit que d'y croire. Tout peut changer, tout peut changer. Je suis Mylène Sauvé. Je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast pour faire changer les choses. Tout peut changer. Tout peut changer, il suffit d'y croire. Un balado qui vous parle de violence conjugale. Je vous souhaite officiellement la bienvenue dans mon podcast et dans mon deuxième épisode. Si jamais vous avez manqué le premier, je vous invite à aller le découvrir. Puis dans ce premier épisode-là, je vous parle de ma première phase qui m'a menée vers la violence conjugale. Ce n'est pas un chemin obligé, je tiens à vous dire, ce n'est pas nécessairement parce que j'ai passé par là que vous allez le faire également, sauf que c'est ce que j'ai vécu et c'est ce que je veux vous faire découvrir parce que c'est un pattern qui peut se répéter et que vous pouvez peut-être vous reconnaître là-dedans. Puis, deuxièmement, c'est une belle opportunité pour toi, justement, de comprendre, c'est quoi ces phases-là de la violence conjugale qui mènent vers ça, puis ce qui nous mène, c'est ça, donc ce qui nous mène à ça, justement. Puis peut-être que tu l'as déjà vécu, peut-être que tu le vis en ce moment. Mon objectif avec le podcast d'aujourd'hui, c'est de vous raconter la deuxième phase de ma vie à me faire dicter quoi faire. Donc, je vous parle aujourd'hui de comment on m'a dicté quoi faire par rapport plus en lien avec ma mère et aussi, bien sûr, on ne s'en sortira pas, l'intimidation à l'école. En fait, là, chez nous, là, j'étais tellement bien drillée que je ne savais pas que je me faisais contrôler au quart de tour par ma mère. Puis de toute façon, comme on dit, comment que j'aurais pu le savoir? J'étais rien qu'une petite enfant. J'avais 7, 8, 10 ans. Comment j'aurais pu le savoir, moi, à l'époque, que je me faisais contrôler au quart de tour? Je pouvais pas le savoir. Comme je dis, comment j'aurais pu le savoir? J'étais tellement jeune. Tu sais, moi, là, j'étais juste une petite enfant. Puis on m'a dicté ma façon de m'habiller. Bon, c'est sûr, vous allez me dire, comme la plupart des parents vont le faire avec leurs enfants, c'est bien certain. Là, je vous parle de la façon dont moi, on m'a dicté comment m'habiller. Vous allez voir, c'est une petite coche de plus que la normalité de parents, on pourrait dire. J'avais un standard de linge à porter. En plus de ne pas être trop court, selon les standards de ma mère, ça devait avoir été
repasser. Ben oui, la fameuse planche à repasser puis le fameux fer à repasser, là, qui était super populaire dans les années 80. Que je suis sûre que tu as sûrement connu si tu as vécu dans ces temps-là. Donc, il fallait que j'aie aucun pli. Si j'avais un morceau de linge qui était le moindrement froissé, je n'exagère à peine, je devais retourner dans ma chambre et me changer. Ça, j'avais pas le choix. Il n'y avait pas de place à discuter. L'autorité parentale de ma mère était très forte. Puis, ma mère, là, c'est aucunement question de la contredire. Tu la contredisais pas, mais pas pantoute. En tout cas, moi, je ne pouvais pas la contredire. Je pouvais même pas donner mon opinion. Je pouvais même pas aller au fond de ma pensée. Puis lui dire que ça me tentait pas. Ben oui, je pouvais le dire, mais j'avais tout le temps des représailles par rapport à ça. Pourquoi? Ben c'est parce que, selon ma mère, ben moi là, je prenais jamais les bonnes décisions. Dans quoi que ce soit n'importe quel sujet que le bon Dieu y amène, moi là, je ne prenais jamais de bonnes décisions dans ma vie. Puis, cela revenait à elle, la responsabilité de faire tout ça, de prendre des responsabilités, puis de penser pour moi. Ça, là, ça y revenait, ça s'est fait comme sa tâche à elle, là. Non, mais c'est-tu pas une grosse pression qu'elle se mettait sur elle, sur son dos? C'est fou! Pas pour rien qu'elle a eu de la misère plus tard, puis qu'elle a été beaucoup malade. Elle prenait tout sur ses épaules. J'étais tellement aux prises avec ce contrôle-là, puis cet abus parental-là, que pour moi, là, ben, ça en était la norme. Moi, là, je croyais vraiment, là, au fond de moi, là, très sincèrement, là, que ça, là, ça se passait de même dans toutes les familles, là. Puis j'étais un peu surpris quand j'ai compris que c'était pas de même partout, là. Ça, c'est des années plus tard là, que je l'ai réalisé que c'était pas le cas, que j'étais sous son emprise, le contrôle parental. Vous voyez comment ça a commencé dans ma vie, comment ça a commencé jeune, avant d'en arriver au contrôle avec les relations de couple que j'ai vécues plus tard. J'ai comme un chemin qui s'est fait vers ça. Ça, c'était ça. Je m'en rendais pas compte, mais j'étais en train de tisser un chemin que j'étais même pas au courant que j'étais en train de faire. Puis j'étais pas au courant que j'étais en train de me tisser un chemin vers le contrôle conjugal, puis vers la violence conjugale. Je savais pas. J'étais un enfant, je pouvais pas savoir ça. Moi, je vivais ma vie, puis déjà là, vivre ma vie, je ne vais pas juste vivre, là. J'étais en train de survivre, même par bout. Puis on m'a dicté, même ma façon de parler en public. Il fallait jamais je dise un mot plus haut que l'autre. Mais jamais. Puis il fallait que je fasse attention à ce que je disais. Si je disais quelque chose qui était le moindrement pas correct pour ma mère, ben je me le faisais rapprocher. On m'a aussi dicté, comme je disais tantôt, ma façon de m'habiller. Plus tard, je devais sortir maquillée. Sinon, pas de farce, là, je me faisais rentrer dans la maison pour compléter mon maquillage. Puis pourtant, là, quand tu penses à ça, il y a beaucoup de parents qui veulent pas que leur enfant il soit maquillé. Hein, parce que sinon, il va avoir l'air d'une putain. Moi, c'était le contraire. Savez-vous pourquoi? Tout ça, là, c'était à cause de l'apparence. Ben oui, la fameuse apparence de quoi c'est que les autres vont penser. Hein? Cette fameuse phrase-là. Mais voyons, qu'est-ce que les gens vont penser? Les gens vont penser quoi de mes parents? Mais plus précisément, qu'est-ce qu'ils vont penser de ma mère? Pour ma mère,
l'apparence que l'on projette en public, c'était au top de sa liste, de ses priorités. Ah ouais, vraiment, là, au top du top, là. Quitte à s'oublier elle-même. L'apparence, là, puis le qu'en dira-t-on, c'était très fort chez elle, là. Oh oui, ça, là, c'était quelque chose, là. Elle s'en préoccupait vraiment beaucoup, là. Fait que, elle, dans sa tête, sachant que je suis sa fille, ben, que les gens savent que je suis la fille de, ben, les gens, ils vont penser quoi d'elle? Si ceux-là, les gens là, qui me voient, là, qui me perçoivent en public, puis que je suis pas maquillée, ils vont penser quoi de elle? Ils vont penser que ma mère, c'est pas une personne bien. Parce que sa fille a dérogé la règle d'être bien mise, bien soumise, qu'on pourrait même dire, hein? Mais ça, elle le dira pas. Mais c'était comme ça. Moi, j'avais un chemin à suivre avec elle. J'avais une ligne directrice à suivre. Vous voyez, il y a un petit pouce de plus là, que des parents normaux. Puis surtout, elle avait honte. Ah, ça, là, oh my God, qu'elle me l'a dit. Puis elle me l'a donc dit souvent qu'elle avait donc honte d'être ma mère. Hein? Quand j'étais pas à la hauteur de ses fameuses attentes. Oh, que j'avais honte. Elle rentrait à des places là, où est-ce que moi aussi j'allais, comme à la caisse populaire, par exemple. Et puis, elle disait qu'elle sentait tous les regards sur elle, parce qu'étant donné que j'étais, à l'époque, je revenais de la Colombie-Britannique, j'avais demandé de l'aide sociale pour pouvoir me remettre sur pied. Et elle rentrait à la caisse populaire. Et puis là, elle disait qu'elle avait honte de rentrer à la caisse populaire. Elle sentait les yeux virés sur elle parce que sa fille était sur l'aide sociale, que tout le monde savait que j'étais sur l'aide sociale et que... C'est ça, fait que là, elle avait honte de ça. Elle avait honte. Et puis, elle sentait les regards, puis toutes les préjugés que les gens pouvaient lui donner. Mais pour vrai, là, elle était à l'île Perrot, proche de Montréal, et moi, j'étais à Val-David, dans les Laurentides. J'étais même pas proche d'elle. J'étais carrément à 1h30 de route de chez elle. On ne côtoyait pas la même caisse populaire. Mais pour elle, c'était honteux. Je peux comprendre que c'était honteux pour elle que je sois sur l'aide sociale, mais là, de penser que les gens portent un préjugé sur elle parce qu'ils la voient et ils savent que je suis sur l'aide sociale, donc elle a honte. Mon Dieu, ça allait loin, son affaire, là. Puis, non seulement elle avait honte, mais lorsque je lui demandais de me donner une chose que j'avais faite de bon dans ma vie, une seule, quelque chose que j'ai réussi, n'importe quoi, mais en guise de réponse, j'ai eu un silence. Elle n'était même pas capable, ma propre mère, de me donner une réponse sur qu'est-ce que j'avais fait de bien dans ma vie. Savez-vous, ça fait de quoi ça sur moi? Ben, je me suis dit, ben, ma propre mère, elle n'est pas fière de moi. Ma propre mère, elle n'arrive même pas à trouver quelque chose de bien que j'ai fait. Ça voulait dire que ma propre mère ne me reconnaissait pas comme personne. C'est ça que j'ai ressenti. Et ça fait pas 20 ans de ça. Ça doit faire à peu près une dizaine d'années maximum que c'est arrivé. Fait que ça a été dur, là, pour moi, là. Tu sais, ça voulait dire qu'elle elle me reconnaissait même pas, moi, comme personne. Aussi,
ça voulait aussi dire que ma mère, là, elle me trouvait pas bonne dans rien. Hein? Puis ça, là, tout ça, ça a été long à l'accepter. Même aujourd'hui, j'ai encore un peu de difficulté là, à croire que ma propre mère n'arrivait même pas à me trouver quelque chose que j'avais fait de bien dans la vie. Hein. Même pas une seule affaire. Non, rien, nada, niet! Je peux vous dire que c'était vraiment très blessant. Je l'ai eu sur le cœur longtemps. J'ai vécu toute ma vie de fille, de vie terrestre avec elle, dans l'attente d'une approbation venant de sa part. Dans l'attente de me faire dire, ma fille, ce que tu viens de faire, c'est une bonne chose. Jamais. Jamais je n'aurais eu ces mots-là de la bouche de ma mère. Est-ce que j'ai de la colère aujourd'hui face à ça, face à cette situation-là? C'est bien certain. C'est bien sûr. Est-ce que je lui en veux? Ah, ben oui, hey, c'est bien certain, j'en ai voulu longtemps à bord de ça, hein? Mais j'ai fallu que je m'y fasse, comme on dit. Il a fallu que je me fasse à cette idée-là que ben, j'aurais jamais d'approbation de sa part. Mais j'ai attendu longtemps, j'ai attendu toute une vie. Puis c'est ça, j'ai dû m'y faire. Puis j'ai fini par comprendre que jamais je l'aurai. Puis jamais je l'ai eu. Elle est décédée aujourd'hui. Parce que de toute façon, quoi que je fasse, j'étais jamais à la hauteur. J'étais jamais à sa hauteur, à ses standards. C'est sûr qu'aujourd'hui, j'ai encore de la colère. Mais c'est beaucoup moins pire. C'est moins pesant. Puis sa mort, dans le fond, son décès, il y a quelques années, à peu près 2-3 ans, mais ça m'a comme enlevé un petit peu de colère. C'est beaucoup moins pire. Puis c'est moins pesant. Mais je sais que là, les excuses, y arriveront plus. Pas folle, là, quand même. Et puis là. Mais c'est pas grave. J'avance. C'est pas facile. C'est vraiment pas facile. Mais j'avance. Comme on dit, hein, un pas à la fois à chaque jour, c'est vraiment pas tout le temps les jours simples. Pour revenir à ma mère, puis la fameuse apparence physique, là, comme que je disais, qui était vraiment pour elle quelque chose de vraiment, vraiment, vraiment important, mais c'était important, ça, oui, pendant que j'étais petite, mais aussi tout le long de sa vie. Puis, en tout cas, c'est la vie que, comme je dis souvent, c'est la vie terrestre que j'ai vécue avec elle. Puis ça a été vraiment important pour elle tout le temps. Tout le temps. Ça en était quasi pesant à la limite. Puis sans le savoir, ben c'est ça, j'étais sous son emprise, sous l'emprise de ma mère. La façon qu'elle a agi avec moi, la façon dont elle me traitait, la façon dont elle me percevait, carrément, la façon dont elle me percevait, c'était pesant. Et on peut dire qu'elle m'a aimée à sa façon. J'ai jamais eu de réel moment d'affection avec ma mère, que je pourrais dire, parce qu'elle était toujours dans le reproche puis dans le jugement de qui j'étais. Au lieu de dire qu'elle m'aimait, ce qu'elle me disait, c'était « Tu ne m'aimes pas. Tu ne m'as jamais aimé, puis tu me donnes aucune attention. » Ben, entre vous puis moi, là, comment que vous voulez donner de l'attention, de l'affection, des câlins, puis des « je t'aime » à une personne qui l'a jamais fait avec moi? Comment? Puis là, pour en rajouter un petit peu, là, ben, elle disait tout le temps, ça, elle le dit souvent, t'es capable de montrer ton bon côté aux gens. Puis les gens, là, ils t'apprécient vraiment.
Puis, ils n'arrêtent pas de dire comment que tu es gentil avec eux autres. Fait que pourquoi tu l'es pas avec moi? Bonne question. J'y ai pensé. Puis, moi là, je suis à la conclusion que, tu sais, je suis du genre, si t'es fin avec moi, moi être fine avec toi. Tu me montres de la gentillesse, ben je vais t'en montrer en échange. Moi, je suis comme ça, je suis donnant-donnant. C'est comme ça que j'agis dans la vie, puis c'est ça. J'ai appris avec le temps, puis je me suis dit avec le temps, ben c'est ça, puis que c'est comme ça que je pense. Fait que si tu me donnes pas d'affection, ça va être dur pour moi de t'en donner. Pas mal difficile. C'est bien certain que j'aurais voulu avoir plus d'affection de sa part. Toute ma vie, je l'ai recherché, ça. J'ai recherché son approbation, comme je disais, puis sans jamais l'obtenir. Toute ma vie, j'ai essayé d'être une bonne fille pour elle. Mais chaque fois, c'était jamais assez. Ben, à un moment donné, comme on dit, une fille se tanne. Me suis tannée, puis je me suis tannée, je dirais, assez vite. Sans savoir, j'allais attirer plus tard des chums qui m'ont fait vivre le même type de contrôle. Ça va être le sujet d'une autre saison. Puis là, j'ai compris plus tard que nous pouvions vivre un contrôle de la part de notre famille. On appelle ça le contrôle familial, qui revient à ce que je parlais plus tôt, se faire dire quoi faire, ne pas avoir le choix de le faire. Dans un sens, être mis au pied du mur, se faire contrôler sur quoi et comment penser, quoi faire dans la vie et quoi ne pas faire. Là, je vais vous donner un exemple. C'est un peu banal, peut-être, pour certains, mais pour moi, ça voulait dire beaucoup. J'étais... je devais avoir... Non, j'étais petite, là. J'étais pas vieille. Je devais avoir 6 ans, là. Peut-être 7, max. Moi, j'ai été élevée avec 3 grands frères. Les 3 ont joué au hockey. On est en 1960. Moi, je suis née en 1972. Fait que là, j'avais 5-6 ans. Fait que, mettons, un peu avant les années 80. J'arrive à ma mère, puis j'ai dit, bon, ben là, à cette heure que, tu sais, là, tous mes frères sont partis, jouent au hockey, tout ça. Moi, c'est quand que je commence? Quand que je commence à jouer au hockey? La réponse à ma mère a été, t'es une fille, tu joues pas au hockey. Dans ma tête, ça faisait aucun sens. Moi, je voyais mes frères évoluer au hockey. Puis pourquoi? Moi, parce que je serais une fille, je pourrais pas jouer. J'avais jamais rien compris. J'ai compris plus tard que ma mère elle avait un préjugé qui était que les filles, ben, ça joue pas au hockey. Les filles, ça joue avec des poupées. Les filles, ça devient infirmière. Mais non, ça ne joue pas au hockey. C'est pas fait pour les filles. Ah, j'ai été déçue. Mais vraiment déçue. Ah, ouais, je me rappelle de ça, là. J'étais vraiment pas bien. Fait que si ma mère, elle avait dit non, tu feras pas ça. Puis comme je disais tantôt, ben quand ma mère, elle disait non, ben il n'y avait plus matière à discuter, là. C'était ça, puis d'attitude là, vie avec à cette heure. Bien sûr qu'il y a des parents qui vont dire à leur enfant quoi faire. Mais ça dépend sur quel ton que ça va être dit. Hein? Puis c'est ça qui va être différent. Puis est-ce que c'est un ton que l'enfant n'a pas le choix d'agir ou ça lui donne un choix d'agir? Ça, c'est un autre. Ben, si c'est dans un sens où que ça donne des options à l'enfant, OK, c'est bon, le ton est différent, donc ça va être correct. Mais quand c'est un ton dictateur, puis que ça dit que tu n'as pas le choix de le faire, bien là, c'est là qu'est là la différence d'un parent contrôlant. Puis, c'est des gens, là, évidemment, les gens qui contrôlent sont aussi des gens qui sont très manipulateurs, qui savent très bien manier la parole. Puis,
se faire entendre et écouter. Mais manier la parole, my God, qui sont bons là-dedans. Ils peuvent manipuler n'importe qui, là, puis ils peuvent faire pendre à peu près n'importe qui. Ça peut être vraiment... Ça peut aller même... Peut-être pas jusque-là, là, mais c'est une façon de parler. J'ai aussi appris avec des ateliers de... Moi, les plis... Je vais le prononcer très lentement. C'est de dévictimisation. Bon. Ça, c'est là que j'ai appris, dans ces ateliers-là, qu'on pouvait subir beaucoup de pression face à une société qui est victimisante. C'est quoi ça, une société victimisante? Bien, pour en donner un exemple flagrant, c'est la façon dont les femmes sont utilisées comme modèles là, sur les magazines. Hein? On les voit là, avec un corps là, très bien sculpté, là, puis il faudrait quasiment avoir la taille 0, mais c'est impossible d'être à la taille 0. Mais ça, c'est un exemple de société qui victimise, puis ici, on nous oblige d'une certaine façon, une façon là, très sournoise là, à ressembler à ces modèles-là qui sont sur les magazines. Ils nous démontrent comment qu'elles sont et tout ça. Puis là, ben, les filles, les femmes, sentent une certaine pression de vouloir ressembler à ces modèles-là. Mais c'est pas ça la réalité. La réalité, là, on a des formes, on est formé, on a une poitrine, on a une taille, puis c'est quelque chose qui est très naturel, mais avec cette pression-là qui mettent sur les jeunes filles, c'est là que ça peut être très malsain. C'est la même chose pour les pubs à la télévision, les pubs de savon, les pubs de parfum. Les filles sont toujours bien arrangées, toujours une silhouette qui est, ben, comme eux autres qui disent parfaite. Puis là, les filles pensent que c'est comme ça qu'il faut être, c'est de même qu'il faut ressembler. Mais dans les faits, c'est pas tout le temps la réalité. On ne sait pas cette personne-là, qu'est-ce qu'elle vit, qu'est-ce qu'elle mange, qu'est-ce qu'elle fait pour être petite comme ça. Parce que c'est pas la norme. Puis, c'est pas la norme. Puis ça, comme je disais tantôt, tu sais, eux autres, là, ils portent du 0. Mais c'est pas du 0, là. C'est pas gros, là. C'est pas gros, là. Je peux vous le garantir que c'est pas gros. Ma mère, avec ses problèmes de santé, puis, comme je disais tantôt, elle prenait tellement tout à cœur de tout le monde qu'elle a développé un problème avec sa santé. Puis, elle était pas grosse. Puis, la pointure 1, c'était trop grand pour elle. Aurait fallu qu'il y ait des pointures 0 pour elle. Mais c'était pas normal qu'elle était petite comme ça. Il y avait un problème en arrière de ça. Il y avait un problème de santé mentale qui venait en arrière de ça parce qu'elle prenait tellement de choses à cœur qu'elle le prenait sur elle. C'est comme ça, c'est venu affecter sur son corps. Fait que c'est pas normal d'avoir cette taille-là. Il y a d'autres choses qui cachent derrière cette taille-là. Puis c'est ça que les magazines, ils prônent des personnes de moins en moins, mais c'est ça qu'ils ont prôné longtemps. Des personnes de petite taille, des grandes personnes, mais minces. C'est pas la réalité des faits. On a des défauts. On a des qualités, on a des défauts. Notre corps a des qualités, notre corps a des défauts. Il faut apprendre à vivre avec ça. Puis on est toutes nées de la même façon, hein? Puis on est toutes nées de la même façon, on est toutes nées tout nus. Puis on était toutes nées pareilles, façon de parler. Puis c'est la société qui nous façonne, si on peut dire. Puis les gens qui nous entourent, puis nos parents, notre famille proche, tout ça. C'est ça qui fait les personnes qu'on est présentement. Puis après ça, c'est à nous de décider qu'est-ce qu'on veut en faire. Mais c'est ça, c'est quand que j'ai pris ces ateliers-là de dévictimisation
que j'ai réalisé. Comment qu'une société peut mettre de la pression sur quelqu'un? Puis, en fait, parlant d'atelier de dévictimisation, je vais vous en donner un petit aperçu. Moi, j'ai eu la chance de participer au Centre de femmes victimes de violences conjugales dans les Laurentides. C'était à l'Ombrelle. C'était sur 21 semaines, un jour par semaine. Puis on avait des ateliers de 4 heures environ à chaque semaine. C'était garder secret l'endroit où on faisait ça. C'était très important pour les intervenantes que le tout soit secret, que personne ne sache où on était. Et puis, d'ailleurs, il a fallu m'emmener changer de place parce que notre sécurité était plus très... c'était plus très sûr qu'on soit encore en sécurité à cet endroit-là. Donc, on a changé de place. On est allé dans un autre endroit. Et puis, c'est ça, c'est sur 21 semaines. On commence, on est quand même plusieurs. Puis ça finit qu'on est un peu... qu'il y a comme quelques personnes qui partent, mais ça, c'est comme dans tout. Ça commence beaucoup, puis à un moment donné, ça finit par rétrécir le nombre de participantes. Et puis là, on faisait des ateliers pour comprendre c'était quoi le contrôle. Et c'est là que j'ai compris que je me suis fait contrôler, oui, par mes 3 copains que j'ai eus dans ma vie, mais pas juste, aussi par ma famille. Et c'est là qu'on apprend la société victimisante. Et c'est là qu'on voit toute l'ampleur de ce qu'on a pu vivre depuis qu'on est petit jusqu'à maintenant. Tout ce que on entend, tout ça, tout le brouhaha qui est autour de nous, qui nous entoure, puis que cette société-là qui, dans un sens, oblige les filles à agir d'une certaine façon. Et puis, c'est fait très sournoisement. Et c'est un groupe aussi de soutien, d'entraide. Je me suis fait des amis d'ailleurs une amie en fait, que je me suis fait durant ces ateliers-là. On réalise qu'on vit toute la même chose. On réalise que tout le monde qui est là ont vécu la violence conjugale pas mal toutes pareilles à différents niveaux, mais on a vécu quand même la même chose. La seule affaire qui change, c'est le nom de notre abuseur. C'est la seule chose qui change. Le reste, le pattern est le même. C'est ça que j'ai réalisé. Après avoir écouté toutes les participantes, j'ai réalisé qu'on a toutes vécu la même chose. Et ça, pour une victime, c'est très rassurant de savoir qu'il y a ça, que ce genre de groupe-là, ce genre d'entraide-là qui se tisse au fil du temps. Donc, on a commencé peut-être une vingtaine, puis on a fini 7-8, mais c'est pas grave. Les personnes qui ont quitté, sont venues chercher ce qu'il y avait à venir chercher au moment où il y en avait besoin. Je l'ai toujours dit, il faut être prête. Il faut être prête à faire le changement. Il faut être prête à vouloir évoluer. Si on n'est pas prête à vouloir faire le changement, si on n'est pas prête à vouloir, pas évoluer, mais aller une coche plus haut, puis essayer de s'en sortir, puis pas répéter ce pattern-là. C'est ça, pour moi, c'était important de comprendre pourquoi que j'étais tombée dans le panneau. Pourquoi j'étais tombée dans la violence conjugale. Puis ça, je vais en parler plus tard dans une autre saison. Comme je disais, ça va être dans ma saison 2. Au début, on parlait dans les ateliers de dévictimisation, on a beaucoup parlé de notre relation avec notre abuseur. C'est là que, comme je disais, qu'on réalise qu'on vit la même chose, mais à des niveaux différents. C'est vraiment là quelque chose de vraiment, vraiment sécurisant. C'est le mot que je cherchais. C'est vraiment sécurisant de savoir ça, que d'autres personnes vivent la même chose que nous. Puis ce qu'on retient de tout ça, c'est que toi, moi,
la voisine de droite, la voisine de gauche, celle qui est assise en face de moi. Ben, on a tout, qu'est-ce qu'on a vécu, c'est inacceptable. Il n'y en a pas une que c'est pire qu'une autre. Ce qu'on a vécu est inacceptable. Ce que je viens de dire là est très important. Ce que j'ai vécu n'est pas moins pire que ce que toi, tu as vécu. Ce que toi, tu as vécu n'est pas moins pire que ce que moi, j'ai vécu. Non. Ce que toi as vécu et ce que moi, j'ai vécu ou ce que tu vis en ce moment, c'est tout simplement inacceptable. Il faut donc arrêter ça. Puis, on a aussi d'autres ateliers comme je disais tantôt, qui nous parlaient du contrôle en général. Pas nécessairement dans le couple, mais en famille, ça, c'est comme je disais tantôt. Puis, c'est là que, comme on fait comme, oh my God, on réalise que, hey, finalement, le contrôle, là, je l'ai vécu une partie de ma vie. Fait que ça, là, c'est quelque chose qui me suit depuis longtemps. C'est quelque chose qui me suit depuis que je suis enfant. C'est quelque chose quand on y pense, là. C'est vraiment... c'est fou, là. Quand on réalise ça. Moi, c'est ce que j'ai eu comme service à mon centre à l'Ombrelle, là, le centre de femmes victimes de violences conjugales. Il va falloir que tu contactes le centre qui est le plus proche de chez toi pour savoir ce qu'ils ont à offrir, pour t'aider à surmonter l'insurmontable que j'ai appelé. Puis qu'au début, là, on dirait là, que ça semble vraiment insurmontable, là, mais vraiment, là. Mais fie-toi sur moi. Tu peux y arriver. Puis, dans mes prochaines saisons, moi t'expliquer comment faire pour t'en sortir une bonne fois pour toutes. Pour te réapproprier ton pouvoir, celui qui te revient. Puis plus jamais mettre ton pouvoir dans les mains d'un autre. Je te jure, c'est faisable. Suffit d'y croire. Puis il y a toujours le CLSC qui peut aussi te venir en aide. Pour un soutien plus spécialisé, si je peux dire, dans la matière de la violence conjugale, je suggère vraiment d'aller voir un centre pour femmes victimes de violences conjugales. Eux autres, là, au centre de femmes victimes de violences conjugales, sont spécialisés là-dedans. Ils ont fait des études là-dedans. Donc, ils sont vraiment spécialisés pour pouvoir te venir en aide. Dans le fond, ces centres-là ne sont pas seulement des centres... Oui, c'est des centres d'hébergement à prime abord. Si tu es en difficulté, si tu dois aller tout d'un coup sortir d'un endroit et que tu dois te mettre en sécurité pour aller y rester quelque temps, oui, ils sont là pour ça. Sache qu'ils sont aussi là pour venir en aide. Ils ont des services externes qu'ils appellent. C'est ça que j'ai pris. Puis ils viennent nous soutenir pour pouvoir nous remettre sur pied. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai été au CLSC pour mon côté, plus voir comment ça va à chaque jour. Puis à l'Ombrelle, le centre de femmes victimes de violences conjugales, là, j'allais là plus pour le côté que j'ai vécu de la violence conjugale, me le faire expliquer et tout ça. Pour moi, c'est un équilibre. Tu n'es pas obligé de le faire comme ça. Moi, c'est comme ça que je l'ai fait. Mais ça, comme je dis, on va en revenir plus en détail dans ma deuxième saison. Je voulais quand même juste en faire une petite parenthèse. Puis si, mettons, ça, c'est important aussi que je dise avant de continuer plus loin avec l'intimidation. Mais advenant le cas, là, que ton agresseur, il te trouve au centre d'hébergement, OK? Ça peut arriver, c'est déjà arrivé à quelqu'un que je connais. OK? On l'a tout de suite transféré dans une autre ville, dans un autre centre, parce que chaque ville, région a un centre d'hébergement. Là, on l'a relocalisé ailleurs, dans une autre ville, parce qu'il est arrivé là. Je ne sais pas comment, mais il avait trouvé où est-ce qu'elle était. Il a dû la suivre. Je sais plus qu'est-ce qui était arrivé.
Mais en tout cas, elle a été relocalisée. Ça, c'est le centre qui s'occupe du transfert. C'est fait de façon très sécuritaire. Là, vous vous dites peut-être, ouais, mais moi, j'ai pas de voiture. Faites-vous-en pas pour ça non plus. C'est pas grave. Comme on dit, il n'y en a pas de problème. On va vous accompagner jusque là-bas. La personne que je suis en train de vous parler, elle n'a pas d'auto, elle n'a même pas de permis de conduire. Ils ont tout fait ça pour elle. Fait que, comme vous voyez, c'est tout bien pris en charge. Puis, les intervenantes au Centre de femmes victimes de violences conjugales, elles le savent. La plupart du temps, là, les femmes arrivent là, puis ils n'ont rien. Ils sont à pied. Fait qu'ils sont habitués à ça. Fait qu'il n'y a pas de problème. Puis ici, dans le fond, je parle d'hommes violents, manipulateurs, psychopathes, contrôlants. Parce que ça, c'est ça que j'ai vécu, moi. Okay? Puis, en grande majorité, si on regarde les statistiques, on voit plus souvent un homme user de contrôle sur la femme. Bien que le contraire existe aussi, ça, je ne le nie pas. Ça arrive. J'en ai connu des hommes qui ont vécu le contrôle et la violence conjugale par leur femme. C'est arrivé. Ici, pour la cause, je vais parler d'hommes violents puisque c'est ça mon expertise. Ici, je parle d'homme violent, celui qui est intelligent, puis qu'il sait très, très, très bien qu'il fait du mal. Ça, il le sait très bien, il en est conscient. Il y a plusieurs types d'hommes violents. Tu as ceux qui sont conscients, qui font mal, puis tu as ceux qui ne sont pas conscients, qui font mal. OK? Puis ici, moi là, je parle du manipulateur, pervers, narcissique, qui est très conscient et qui désire faire le mal. Pour vrai. C'est de lui dont je parle ici. Je vais vous mettre en lien enfin des ressources pour pouvoir venir vous aider dans mes notes d'épisode, dont le site de SOS Violence Conjugale. Là-dessus, vous allez pouvoir trouver un centre d'hébergement si jamais vous en avez besoin pour aller, comme je disais, si vous avez besoin d'un hébergement ou simplement parler avec une intervenante. Ils sont là 24 sur 24, 7 sur 7. Ce qui est super avec ce site-là, c'est que vous pouvez en bas à gauche effacer l'historique. Puis il n'y a pas personne qui va savoir que vous êtes allé là. C'est parfait. Comme ça, si votre abuseur décide d'aller fouiller ce que vous avez fait durant la journée sur l'ordinateur, il ne verra jamais que vous êtes allé là. Si vous avez fait effacer l'historique, ça va effacer vos traces. Donc, vous allez avoir ça aussi dans la description. Comme je disais, je vais mettre aussi d'autres liens. Je vais mettre aussi d'autres liens en rapport à d'autres soutiens que vous pourriez aller chercher en même temps. Donc, tout va être là en note d'épisode. Inquiétez-vous pas pour ça. Parce que ça peut être très challengeant qu'est-ce que je suis en train de parler. Puis peut-être que ça réveille des choses si tu es en train de le vivre en ce moment. Ça se peut. Donc, j'aime autant dire tout de suite, prendre une petite pause pour le dire. Maintenant, on va passer à l'intimidation. Je vous parle de comment que durant... Là, maintenant, je vais être rendue plus à mon côté adolescent. Hein? Dans le premier épisode, c'était un peu plus enfant. Maintenant, c'est plus mon adolescence. J'étais déjà pas mal agressée, intimidée, si on peut dire, par ce genre de gars-là. Je savais très consciemment qu'ils étaient méchants. Là, je vais vous raconter ici, parce que je suis rendue maintenant à ma deuxième phase qui m'a menée à la violence conjugale, un chemin qui m'a menée vers là, sans le savoir. Quand j'étais adolescente, puis que j'allais chez mes amis, puis que ma mère, elle a décidé que j'y avais été assez longtemps, selon elle, ben elle venait me chercher, sans m'avertir, comme un cheveu sur la soupe. J'étais
pouvez me croire, là, j'étais vraiment la risée de mes amis. Parce que la petite fille à mémé, hein, ben, elle partait avec sa mémé qui venait la prendre. Hein, pour faire quoi, vous pensez? Ben oui, dans le mille, pour aller étudier. Puis ça, là, oh my God, elle l'a fait souvent. Ça l'a pas fait une fois, elle l'a jamais fait, comme on pourrait dire, là, mais elle l'a fait vraiment régulièrement, ça. Mm-hmm. Parlant d'études, my God, je vous jure, ça a été toute une affaire, ça. Ça, c'est le sujet d'un livre. En tout cas, je vous garantis, ça a été quelque chose. À tout fait pour me faire rentrer dans la tête tous mes devoirs puis toutes mes leçons. Oh my God! Rien de pire pour moi que les devoirs puis les leçons. Oh Seigneur, que ça a été l'enfer. Je me rappelle encore où que j'étais assis au bout de la table. Puis moi, ma place était comme dos au mur. Puis j'étais aussi dos... ce mur-là, il y avait une verrière. Fait que j'étais dos à la verrière. Puis j'étais là, assise. Elle assise en face de moi. Mais là, elle essayait de me faire rentrer ça dans la tête, là, mes leçons, là. Alors moi, là, la petite rêveuse en moi, ben, je partais dans le fin fond de mes pensées. Puis ma pauvre mère, qui essayait de me dicter mes leçons. Oh my God, que c'était long. Puis des fois, elle s'en rendait compte là, que j'étais partie, moi, dans un autre monde. Là, puis là, elle me refaisait revenir. C'était quelque chose. Mais elle, là, elle essayait là, de me dicter mes leçons. Puis ça, pas de face, là, elle avait tout appris ça la veille. À la blague, mais pas sûr que c'était si à la blague tant que ça, là. Ça arrivait qu'elle disait qu'elle était en train de refaire tout son primaire puis tout son secondaire. Pourquoi? Parce qu'elle passait beaucoup de temps le soir, quand j'étais couchée, probablement pendant que j'étais à l'école aussi, là. Mais le soir aussi, parce que ça, elle me le disait, là. Est-ce qu'elle prenait tellement de temps à revoir ma matière à chaque soir pour me faire rentrer dans la tête? My God, ça a été rien de pire. Parce que ça, je l'ai compris assez vite, hein. Écoute, ma mère apprenait tous les efforts, elle, pour étudier. Fait que moi, j'avais plus besoin d'étudier. Ma mère, elle le faisait pour moi. Oh my God, ça a été l'enfer pour moi. Mais bon, ce que j'ai cru comprendre, c'est qu'elle étudiait chaque soir jusqu'à 22 heures. Peut-être plus. Après que je sois couchée, dans le fond. Ça, c'est pour, comme je disais, me faire rentrer les leçons dans la tête. Mais pas juste les leçons, pour comprendre aussi mes devoirs, pour pouvoir me les expliquer, parce que j'avais tellement de facilité à partir dans l'une que c'est ça, pauvre, il fallait qu'elle me ramène. Puis, même que, je m'en rappellerai tout le temps, elle est allée demander à un de mes profs une copie un exemple, pas un examen, mais un exemple d'examen pour me le faire pratiquer, ce fameux examen-là. Mais je me rappelle plus quelle matière, là. C'était pas mathématique, mais c'était, je pense, comme histoire, là, ou quelque chose du genre. Fait que là, les profs, pas les profs, mais oui, le prof me demandait, le prof à qui j'ai demandé, il me demandait si ma mère était prof. J'ai dit, ben non. Puis il y a d'autres personnes aussi, des étudiants aussi, qui me l'ont demandé. Je dis, ben non, ma mère n'est pas prof. Dans le fond, ce qu'elle veut faire, c'est qu'elle veut, elle veut prendre ça pour m'aider à étudier, m'aider à pratiquer les réponses, pour m'aider pour l'examen. Hey, je m'en souviens encore. C'est fou, là. Le souvenir, il est clair. Je rentrais dans un petit local qui était comme notre petit, comment on appelle ça, un petit magasin général, où on pouvait acheter toutes nos... Si on avait besoin d'articles scolaires, là, crayons, effaces, règles. On allait là pour aller... C'est notre petit magasin général, puis il y avait des cadenas aussi qui étaient là si on avait besoin d'un cadenas pour notre casier. Là, j'entrais là.
Là, je me sentais tellement mal. Là. Rappelez-vous, là, je suis une petite fille timide. Moi, j'ai peur de ce que le monde pense de moi. J'ai très peur du préjugé. Ma mère, elle me fait rentrer en tête comme, mais voyons, qu'est-ce que le monde va penser? Qu'est-ce que le monde va penser? Qu'est-ce que le monde va penser? Fait que moi, je suis tellement drillée à ça que quand que je marche, je sens tous les regards vers moi, même s'il n'y a personne qui me regarde. Je sens tous les regards vers moi. Je rentre dans ce petit local-là. Là, c'est fait. Là, c'est tout petit. C'est fait. Je suis rendue là et je me suis dit, ah, tabarouette, tout le monde me regarde. Là, je me dépêche, je prends ça, je suis toute gênée, toute timide. Je prends la copie de l'examen. Je le mets collé sur moi. Je m'en vais à mon casier pour aller le reporter. Je suis rouge tomate. J'ai les mains moites. J'ai les jambes qui tremblent. Je sens que le monde me regarde. Je sens des préjugés sur moi. C'est l'enfer. Puis moi, là, tu sais, j'étais super timide, là. Fait que c'était fou, là. Ça a été l'enfer. Tu sais, j'allais le chercher, ça, là, mais je me sentais comme dévisagée. C'était vraiment compliqué. Durant tout mon secondaire, j'ai été victime d'intimidation, on va dire. À un moment donné, je pense que je n'ai déjà parlé, j'ai même voulu changer d'école et aller voir ailleurs si j'y étais, comme on peut dire. Là. J'étais pas si bien que ça dans ma peau, à bien y penser. L'intimidation, là, a été présente tout le long de mon primaire, tout le long du secondaire. Au secondaire, ça a été pire, les pires. On riait de moi pour n'importe quelle raison. Là. N'importe quelle raison était bonne pour rire de moi. C'est sûr que j'ai été aux prises avec un grand et flagrant manque de confiance en moi. Là. Puis, ça devait paraître. Je sais pas, mais ça devait paraître. Moi, je pense que ça devait paraître. Puis que c'était probablement la raison pour laquelle que je me suis fait intimider. Mais dans le fond, je ne saurais jamais. Puis quand que je parlais à ma mère, puis que j'en parlais à ma mère, que j'étais victime d'intimidation, elle me croyait juste pas, là. Elle disait qu'une fille bien comme moi, là, elle pouvait pas se faire intimider de la sorte. Là. Ben voyons donc. Fait que j'ai arrêté de parler à ma mère à ce moment-là. J'ai arrêté de me confier à elle. Fait que j'ai arrêté tout simplement de n'importe quoi que j'avais à dire, que j'avais sur le cœur, n'importe quoi. J'ai arrêté de lui parler, mais elle a pensé que vu que j'y parlais plus, que je parlais pas à personne. Puis elle voulait que je me confie à elle, mais chaque fois que je disais des choses, c'était tout le temps renié. Ou c'était tout le temps jugé. Fait que moi, j'ai arrêté, tout simplement. Fait que dans le fond, tu sais, c'est pourquoi parler. Parce que de toute façon, elle ne croyait jamais qu'est-ce que j'étais en train de lui partager. Fait que je me suis renfermée tranquillement, pas vite. Puis elle m'a donné un conseil. C'est que si j'étais victime, et je dis bien, si j'étais victime d'intimidation, j'avais juste à ignorer les autres. Fait qu'en se faisant, elle disait, si tu les ignores, ils vont arrêter. J'ai essayé de les ignorer. Mais on aurait dit que ça les allumait encore plus. Parce que je les ignorais. Ça marchait pas plus. J'étais encore plus intimidée. Hey, même que j'avais eu un petit chum au primaire. En 5e année, 6e année, je me rappelle plus trop. Stéphane qui s'appelait. Ce Stéphane-là en question, il me voit, on est dans le centre culturel, il me voit, puis il me dit allô. Puis là, après ça, il voit d'autres personnes, tu sais, puis que je semble connaître. Il réalise que je semble les connaître. Fait qu'il il leur demande, est-ce que vous la connaissez, Mylène? Les jeunes ont dit oui. Puis là,
là, tu sais, je vous disais tantôt, là, je ressentais souvent les regards sur moi, là. Et là, encore plus. Et là, on est dans un endroit fermé, dans un centre culturel. Il n'y a pas de fenêtre. Là, j'ai senti que tout le monde me regardait. Il y avait les marches en avant de moi. Il y avait un grand couloir en arrière de moi. Je sentais que j'étais comme pris au piège puis que je ne pouvais plus sortir de là. L'enfer. Je le vois qu'il est là encore aujourd'hui, je le vois debout là devant moi. Hey, je suis en secondaire 1, là. Puis c'est là que je dirais qu'ils ont commencé à m'intimider. Parce que lui, il leur a dit « Connaissez-vous Mylène? » Les jeunes ont répondu oui. Puis c'est là qu'il a commencé à me dire des singeries, là, comme j'allais dire. Il venait me dire des choses, à me dire des choses pour m'intimider. Puis c'est là qu'il a comme passé le relais aux autres qui ont commencé à m'intimider. J'étais pas victime d'intimidation jusqu'à ce moment-là. J'étais tellement déçue face à ce Stéphane-là. Je me disais, tabarouette, c'était mon chum au primaire. Tu sais, puis là, il décide de faire ça. C'est vraiment pas cool. J'ai vraiment pas aimé ça. Je suis venue rouge tomate. J'étais en colère. Je sais plus si j'ai été pleurer en cachette, mais j'ai été découragée. Non, mais pour vrai, là, mon calvaire, là, il a continué tout le long de mon secondaire. Ah, Seigneur, c'était souffrant pour moi. Hey, j'ai pleuré en silence. J'ai eu de l'intimidation verbale. Elle se faisait partout. Écoutez, ça commençait, là, je mettais le pied dans l'autobus le matin. Puis, l'intimidation, elle se terminait le soir quand je débarquais de l'autobus. Quand j'arrivais chez nous. Là, c'était ma journée, mon calvaire venait de finir. Mais ça a été comme ça, là, pendant les 5 ans de mon secondaire. Ça a été long, vous pouvez me croire. Dans mon prochain épisode, je vais vous parler de comment que j'ai été, la plupart du temps, forcée à m'excuser puis à faire des premiers pas alors que ce n'était pas à moi de le faire. Ça, je l'ai su bien des années plus tard, là, que c'était pas à moi d'aller m'excuser à mon père, là. Hein? Mais moi, étant donné que c'est dicté par maman d'aller m'excuser à mon père, ben j'avais pas le choix. Tu sais, j'ai su plus tard que ça aurait dû être le rôle d'un adulte, puis pas celui d'un enfant de 14 ans, à aller demander pardon. Tu sais, puis que vous faire les premiers pas. Fait que ça, je l'ai compris vraiment plus tard. Et puis, c'est de ça que je vais vous parler dans le prochain épisode. Et si jamais ça vous dit, j'ai écrit un livre sur la violence conjugale. Donc, je vous invite à remplir le petit formulaire que j'ai mis en note d'épisode. Vous allez pouvoir le compléter avec vos noms, adresses. Je vais pouvoir, et le montant du livre, là, il est 14,95 $, donc en payant 15 $ pour mon livre, je vais vous l'envoyer. J'ai des copies ici, j'en ai 200 qui sont dédicacées. Et puis, vous allez pouvoir le faire parvenir. Vous pourrez le commander. Et moi, je vous dédicace ce livre-là. Je vous l'envoie par la poste. Ça va me faire un grand plaisir de vous envoyer ça. Comme je disais, j'en ai 200 copies. Donc, premier arrivé, premier servi. Et aussi, pour m'encourager et encourager la cause de la violence conjugale, ben, je vous invite également à aller télécharger la chanson « Tout peut changer », puis que je vous ai fait entendre déjà à l'épisode 0. Donc, si jamais vous ne l'avez pas encore écouté, mon épisode 0, allez l'écouter. J'ai mis l'intégralité de la chanson à cet épisode-là. Et puis, donc, si vous désirez vous la procurer, c'est des frais de 2 $ et il y a 1 $ qui va à l'ombrelle, que je vais remettre à l'ombrelle à toutes les fois que je vais avoir quelqu'un qui va venir me la chercher. Je vais aller donner 1 $ au Centre L'Ombrelle, qui est le centre de femmes victimes de violences conjugales qui m'a vraiment beaucoup soutenue à l'époque, pendant quelques années, je dois dire. Alors, sur ce, portez-vous bien, prenez soin de vous et on se reparle dans un prochain épisode.